Bon, bonsoir tout le monde et bienvenue pour la péniche, dont on remercie la péniche. Bon, non, je vais porter la voix. Ah non, vous m'entendez, non? Voilà. Donc j'ai quelques petites infos, donc merci d'être présents. Et donc on remercie aussi les invités. Je remercie la Grande Fantaisie, la péniche, de pouvoir organiser ce débat. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, donc juste quelques petites infos de laisser vos contacts. Donc si c'est pas fait, voilà, il y a une feuille à cet effet. Qu'est-ce qu'il y a? Je signale aussi, on est à l'avant des programmes, ceux qui veulent à l'entrée. Voilà, des petits programmes. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, d'accord? Quoi d'autre que ce que... Ben, c'est tout. Voilà, un bon débat. Je vais passer la parole à Sarah et à Stéphane. Et puis alors, bon débat et bonne soirée. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ah, c'est bon, ça marche. Bien, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Sarah Legrain et à mes côtés Stéphane Fernandez. Nous sommes le binôme désigné par la France Insoumise pour être candidat aux législatives dans la 16e circonscription. Donc c'est la circonscription du 19e arrondissement. On est juste à la frontière là avec le canal et la rue de l'Ourcq. Voilà. Stéphane, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Oui, bonjour, bonsoir. Je suis Stéphane Fernandez. Je suis donc syndicaliste à la France, à la CGT. Je suis élu au CHSCT. Je représente 13 500 personnes. C'est le plus grand CHSCT de France. Et donc j'étais là pour l'épisode, je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'épisode de la chemise. Oui. J'étais juste derrière, vous regardez bien si vous regardez bien les vidéos, vous me verrez. Et d'ailleurs, soit en passant, j'en profite pour vous dire que cette violence qui était si tant décriée dans les journaux a sauvé 1900 emplois. Parce que le préambule de cette réunion, c'était de pouvoir mettre à la porte 1900 personnes. Et grâce à une chemise, qui est de bonne qualité, apparemment, on a eu du mal. Donc voilà. Stéphane, pour ma part, donc, je suis Sarah Legrain, j'ai 31 ans, je suis enseignante en lycée à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, ville devenue tristement célèbre ces derniers temps, et je suis secrétaire nationale du parti de gauche et j'ai été donc désignée pour être titulaire sur la 16e circonscription, qui est celle où est actuellement député et brigue un nouveau mandat, Jean-Christophe Cambadélis. Je pense que ça vous dit quelque chose. Voilà. Alors, on a donc le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette troisième réunion de la France Insoumise du 19e sur des axes centraux du programme de la France Insoumise, à partir de ces axes centraux et pour en débattre évidemment. Je ne vais pas rentrer dans le sujet puisqu'on a des éminents spécialistes qui vont le détailler, mais juste quelques mots pour vous dire que particulièrement en cette journée, on est heureux dans cette période de très grande turbulence politique que je pense tout le monde perçoit dans l'ensemble du champ politique. On est heureux de pouvoir nous incarner un certain pôle de stabilité dans finalement la clarté des choix qui sont faits. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas à regretter de ne pas avoir mis les pieds dans le piège des primaires, dans la clarté et la cohérence de notre projet avec un programme qui a commencé à être élaboré il y a des mois, qui est le fruit d'une longue élaboration, qui a été publié déjà en décembre dernier et qui est toujours en cours d'élaboration et d'affinage à travers ces livres thématiques que on vous invite à vous procurer sur Internet ou en version papier. On a cette force-là de notre programme et c'est pourquoi aussi nos réunions sont des réunions autour de notre projet, car nous sommes convaincus que ce qui nous permettra de fédérer le peuple, puisque c'est notre objectif, c'est justement de montrer le sérieux, la cohérence globale de notre programme. Et de cohérence, on en a besoin aujourd'hui parce qu'il y a des projets assez cohérents
qui se profilent en face, qu'ils soient perçus ou non comme des projets cohérents et aboutis. Finalement, on peut considérer qu'on est dans un paysage politique qui se recompose un peu autour de 3 pôles. On a cette image-là chez nous de dire qu'on a un premier pôle qui se dessine avec celui de Marine Le Pen et d'une droite qui devient de plus en plus réactionnaire et qui est un peu le pôle de la règle brune, celle qui veut instaurer dans la Constitution la préférence nationale. On a le pôle de la règle d'or, la règle des financiers, de l'austérité budgétaire, et qui est incarnée évidemment par Emmanuel Macron, même si finalement Fillon et lui se disputent ensemble ces positions extrêmement libérales et extrêmement régressives sur le plan économique et social. Et puis nous aspirons à former un autre pôle, à produire un autre projet de société basé sur justement l'intérêt général, et on a tendance à l'appeler la règle verte. C'est particulièrement approprié pour le thème de la soirée qui sera l'urgence écologique, et je suis convaincue que les intervenants qu'on a avec nous ce soir pourront vous montrer à quel point cette urgence écologique mérite de donner son nom à l'ensemble de notre projet, puisqu'elle suppose de mettre au cœur de notre projet la question de l'intérêt général humain, dont chacun sait qu'il est menacé, mais dont d'autres aimeraient prendre en charge les urgences sans remettre en cause l'accaparement par les intérêts privés. Et je crois que ça sera un des aspects du débat de ce soir, de montrer comment on peut faire face à l'urgence écologique en remettant l'intérêt général au centre des enjeux. Voilà, je vais sans plus attendre passer la parole à nos intervenants. Donc, nous sommes heureux ce soir d'accueillir Corinne Morel-Darleux, qui est conseillère régionale Rhône-Alpes-Auvergne, qui d'ailleurs en ce moment ferraille avec Vauquier, donc, sur les aspects de montagne. Elle pourra peut-être en parler à certains d'entre vous, et qui, semble-t-il, commence à lui faire un peu peur, parce qu'elle se bat bien, et qui est aussi la secrétaire nationale du parti de gauche à l'écosocialisme. Et puis on a aussi le plaisir d'accueillir donc Yves Marignac, qui est ici en tant que porte-parole de l'association Négawatt, dont vous avez sans doute déjà entendu parler et à qui nous devons énormément. Et puis je te laisse peut-être préciser aussi les autres casquettes et projets toi-même à ta convenance. Voilà, c'est à vous et merci. Merci beaucoup à vous deux, merci à l'ensemble des camarades qui ont organisé cette soirée, parce que c'est toujours des événements importants à organiser, toujours un peu stressant de savoir s'il va y avoir du monde, pas du monde. Je crois que ce soir, visiblement, les gens sont venus au rendez-vous malgré la concurrence absolument scandaleuse de Jean-Luc Mélenchon au Havre, donc merci à vous d'être là. Moi, je voulais relever en introduction l'expression que formulait Sarah tout à l'heure sur ce pôle de stabilité que nous représentons, et de plus en plus, effectivement, au fur et à mesure que cette campagne elle-même se déstabilise. Et je voudrais revenir, pour commencer, sur l'importance de notre marche du 18 mars en faveur de la 6e République, et pour une assemblée constituante qui a en quelque sorte été aussi un espèce de contre-feu par rapport aux propos de plus en plus radicaux et anti-républicains de François Fillon au moment de son appel au Trocadéro. Si j'en parle, c'est parce qu'il me semble que la France Insoumise du 19e arrondissement de Paris a déjà organisé une réunion publique sur le thème justement de l'Assemblée constituante, avec notamment Charlotte Girard, et qu'il se trouve que précisément dans ce processus d'Assemblée constituante, qui est un outil au service de la participation citoyenne et puis de la rénovation des institutions de notre pays, on a un certain nombre de propositions à faire, de choses qu'on souhaiterait nous-mêmes voir inscrites dans cette nouvelle constitution. C'est le cas d'un certain nombre de libertés et de conquêtes d'émancipation sur le droit à mourir dans la dignité, par exemple. C'est le cas aussi en matière de démocratie sociale, sur le droit de préemption pour les salariés des entreprises victimes notamment de patrons voyous, ce qui est d'ailleurs une mesure qui ne figure plus visiblement dans le nouveau programme de Benoît Hamon, et c'est bien dommage. Et puis c'est le cas de la règle verte dont parlait Sarah tout à l'heure,
qui est effectivement une des pierres angulaires du programme de la France insoumise. Le principe de cette règle verte, quel est-il? Il est tout simplement de dire que nous ne pouvons pas continuer à prélever davantage de ressources naturelles que ce que la planète est en capacité de reconstituer. C'est un principe donc assez simple et qui se base sur des réalités très concrètes, puisqu'il y a une méthode qui existe au niveau international pour calculer ce qu'on appelle le jour du dépassement global. Alors, la méthode peut être sujette à controverse, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir son évolution dans le temps. Et son évolution dans le temps est particulièrement inquiétante, puisque en 1971, la date de ce jour du dépassement, où on avait donc consommé tout ce que la nature pouvait renouveler, elle était au 24 décembre. Donc le soir de Noël, il aurait fallu se mettre en apnée pour une semaine, c'était encore envisageable. Mais depuis, cette date, elle n'a pas cessé de s'avancer dans l'année. En 1981, par exemple, j'ai choisi les dates au hasard, bien sûr, cette date arrivait le 13 novembre. Donc on est passé du 14 décembre au 13 novembre en 10 ans. Et puis en l'an 2000, c'était le 25 septembre, etc., jusqu'à l'année dernière, où cette date est arrivée au 8 août. C'est-à-dire qu'en plein milieu de l'été, nous avions déjà consommé tout ce que nous aurions dû consommer sur une année. Donc le principe de cette règle verte, c'est d'inscrire dans la Constitution une sorte de boussole politique qui consiste à donc préserver ces ressources naturelles et donc à préserver notre droit à continuer à les consommer l'année d'après et pour les générations à venir. Alors ça, évidemment, c'est un principe. C'est important, politique, d'avoir des principes, on le constate chaque jour, mais c'est important aussi de savoir comment on les met en œuvre, parce que c'est pas tout de se fixer un objectif, mais si on se dit qu'on se fixe comme objectif que ce jour du dépassement pour la France revienne au 31 décembre, encore faut-il savoir comment on s'y prend pour que ce soit le cas. Et c'est donc ce qu'on appelle la planification écologique. La planification écologique, en quelque sorte, c'est la mise en œuvre, la déclinaison concrète en termes de mesures programmatiques pour que ce principe de règle verte devienne une réalité. Alors ça se décline dans plein de domaines différents que je vais mentionner et qu'on pourra éventuellement développer après si vous le souhaitez dans la discussion qu'on aura. C'est la question par exemple du transport de marchandises pour prendre un aspect très concret. Le fait de dire qu'au vu de la pollution de l'air, de l'impact que ça a en termes de santé, de décès prématurés chaque année, de coûts même pour la sécurité sociale et puis tout simplement en termes de bien vivre, eh bien il devient urgent de passer de la politique du tout routier qui a prédominé en France à une politique de report modal, c'est-à-dire tout simplement que les marchandises qui aujourd'hui transitent dans notre pays sur des camions soient mises sur le rail. Ça s'appelle le report modal, ça s'appelle le fret ferroviaire. C'est quelque chose qu'on sait faire. On a travaillé avec des cheminots pour vérifier qu'on était en capacité de mettre ça en route relativement rapidement. On leur avait demandé en 2012 d'essayer de maintenir l'équipement et l'infrastructure en état de marche pour le moment où nous arriverions au pouvoir. L'infrastructure est toujours en état de marche en 2017, donc on est en capacité de le faire. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté politique d'un certain nombre de dirigeants. Je prends l'exemple, puisque Sarah l'a mentionné, de Laurent Wauquiez, qui, dans ma région, en Auvergne-Rhône-Alpes, décide de doubler une autoroute existante entre Lyon et Saint-Étienne, qui certes mériterait d'être un petit peu rénovée, mais qui ne justifie pas de construire une deuxième autoroute, qui, elle, bien sûr, ne sera plus gratuite, mais payante. Je signale à toutes fins utiles, en matière de démocratie de M. Wauquiez, que quelques jours avant même que le financement de cette nouvelle autoroute soit soumise au vote des élus, des représentants du peuple à la région, M. Wauquiez était à Paris avec le ministre des Transports, M. Vidalis, pour signer un engagement de concession de cette future autoroute à l'entreprise Vinci, avec une petite clause qui va bien parce qu'ils sont entre amis, qui prévoit que si le trafic autoroutier est en deçà des estimations, donc c'est-à-dire en gros si Vinci
prélèvent pas suffisamment sur les péages et sur nos porte-monnaies, eh bien ce seront les mêmes collectivités qui ont financé l'autoroute qui compenseront le manque à gagner à destination de Vinci. Et autant vous dire que cette clause, évidemment, n'a pas été rendue publique et n'a pas été versée au dossier soumis au vote des élus régionaux. Voilà un petit exemple très concret de ces grands projets inutiles et imposés dont on entend parler. Vous avez probablement entendu parler du projet de Notre-Dame-des-Landes également. On en a comme ça un certain nombre et comme par hasard, c'est quand même assez souvent cette entreprise Vinci qui se retrouve derrière, soit à gérer des concessions, soit à gérer des parkings, en tout cas à gérer des effets très positifs en matière de rentabilité de tous ces investissements publics. Je referme ma petite parenthèse pour revenir à la planification écologique. Un autre domaine sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est le domaine de l'agriculture, pour voir comment on pouvait très concrètement favoriser une agriculture paysanne, locale, de qualité, biologique, qu'elle soit labellisée ou non, mais en tout cas dans son principe. Et comment accompagner les agricultures conventionnelles aujourd'hui vers ce type d'agriculture paysanne qui a des effets bénéfiques pour l'environnement, mais aussi pour la santé, à la fois des consommateurs, mais on en parle moins souvent, des agriculteurs eux-mêmes, qui à force de manipuler des pesticides et des produits chimiques finissent par développer eux-mêmes un certain nombre de maladies. Et puis qui en plus est créatrice d'emplois, puisque l'agriculture paysanne demande davantage de main-d'œuvre que l'agriculture conventionnelle. Aujourd'hui, il faut savoir que vous avez dans les grandes plaines céréalières ou dans la Beauce des dizaines, voire des centaines d'hectares qui sont gérés quasiment sans paysans, avec des tracteurs téléguidés par GPS par exemple, donc voilà, qui n'est bénéfique ni pour la santé ni pour l'environnement, ni pour l'emploi et l'activité. Il y a la question du bâtiment, bien entendu, mais Yves y reviendra probablement dans le cadre du scénario Négawatt, notamment dans le cadre de la rénovation thermique, qui est un des leviers les plus importants aujourd'hui en termes d'immédiateté, des premières mesures que nous prendrons sur la transition énergétique. Transition énergétique est évidemment là aussi au cœur de notre projet, et qui s'est beaucoup inspiré, et il faut bien l'avouer, nous avons honteusement plagié le scénario Négawatt, puis sa confirmation par le rapport de l'ADEME, donc je laisserai Yves Marignac en parler tout à l'heure. Voilà les différents des exemples de domaines, parce que comme vous l'avez compris, cet angle de la planification écologique est la colonne vertébrale de notre programme, donc je ne vais pas vous faire tout le programme là en quelques minutes. Mais le principe vraiment de base qui a guidé notre réflexion sur cette planification écologique, elle se basait finalement sur deux principes. Le premier, c'est le principe du long terme, parce que l'écologie est une question de long terme, le climat est une question de long terme, la bifurcation et le changement de société, ce sont des questions de long terme, et qu'il faut réintroduire cette notion de long terme dans la politique, qui est aujourd'hui principalement guidée par des intérêts à court terme, ce qui rejoint d'ailleurs aussi la question démocratique, puisque le refus réitéré d'inscrire le non-cumul des mandats dans le temps provoque aussi ce genre de dégâts, puisque voilà, vous avez quand même beaucoup d'élus, il faut le dire, qui sont aujourd'hui, qui se laissent dicter leur choix par des mesures populaires, qui ne sont pas forcément les meilleures pour l'intérêt général, mais qui permettent de s'assurer une réélection à court terme. Donc réintroduire du long terme, c'est la notion de planification, et puis réintroduire aussi du public, du contrôle public et de la maîtrise citoyenne. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons par exemple un pôle public de l'énergie, parce que juste à un moment donné, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre que les grands pétroliers privés, les Total, Suez, Engie, E.ON et compagnie, n'ont eux aucun intérêt à nous inciter à la sobriété et à la maîtrise de nos consommations, puisque nos consommations sont leur profit, justement. Donc on voit bien que ce n'est pas à eux qu'il faut laisser le soin de mettre en œuvre cette transition et d'inciter à la sobriété en matière d'énergie. Tout ça, on le dit souvent, est de plus en plus urgent.
À force de le dire, l'urgence devient préoccupante, y compris pour un certain nombre de scientifiques. La semaine dernière, nous avons eu les données de l'Organisation mondiale de météorologie pour l'année 2016 qui sont sorties dans un rapport donc international. Toutes les données sont au rouge, que ce soit sur l'élévation de la moyenne de la température à la surface du globe, qui est à 1,1 degré au-dessus de ce que l'on devrait constater, que ce soit également en matière de fonte des glaciers et notamment des calottes glaciaires au niveau des pôles qui s'accélèrent de manière là aussi très inquiétante, que ce soit en termes d'élévation du niveau des mers, ceci expliquant cela. Et tout ça fait dire à ces scientifiques que nous sommes aujourd'hui en train de rentrer en terrain inconnu. C'est-à-dire que concrètement, les météorologues, les scientifiques, les climatologues, aujourd'hui ne sont plus en mesure de modéliser ce qui va se passer dans les années qui viennent en matière climatique. Pour une raison très simple, qui est le phénomène qu'on appelle le phénomène d'emballement climatique. Pour vous dire les choses très simplement, plus ce réchauffement a lieu, plus la température s'élève, plus les sols qui sont gelés en permanence, le permafrost ou le pergélisol, fondent, et en fondant, ils ont tendance à libérer des gaz qui étaient contenus dans ce sol jusqu'ici, et notamment un gaz qui est très puissant, qui s'appelle le méthane, qui est un très puissant gaz à effet de serre, et donc ce méthane, en étant libéré, aggrave lui-même le dérèglement climatique, qui lui-même aggrave la libération du méthane, etc., etc. Et là, on arrive sur des boucles qu'on ne sait plus effectivement prévoir et modéliser. Alors, pour aller vers peut-être la suite de mon intervention, ma conclusion, je ne sais pas, je cherche quelqu'un qui me fait signe. Ça va, vous tenez? Merci. Tout ça, c'est donc la règle verte comme principe constitutionnel, boussole politique, la planification écologique pour décliner ça, le mettre en œuvre. Mais tout ça, évidemment, nécessite aussi un changement plus profond de notre système de production, de consommation, et tout ça ne pourra pas se faire sans mener la bataille culturelle, je tiens à le dire, parce que en réalité, tout ce qu'on dit aussi sur la question, par exemple, des médias, de l'indépendance des médias, ou sur la question de la lutte contre l'invasion de la publicité, est en réalité directement lié à ce qu'on raconte sur l'écologie également. Parce que tant que vous aurez des magazines que vous ouvrez qui vous étalent le mode de vie d'une poignée d'oligarques qui trouvent très malin de faire des allers-retours en jet à New York ou dans les Bahamas, ce sera quand même très compliqué d'expliquer à tout un chacun que c'est à lui de se serrer la ceinture et de fermer son robinet quand il se lave les dents, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a aussi une bataille culturelle à mener, et de faire en sorte effectivement d'abord que la publicité cesse d'envahir nos vies avec des demandes permanentes d'injonction à la consommation de produits dont on n'a pas forcément besoin et qui en plus sont produits à l'autre bout du monde dans des conditions de travail absolument indécentes, et puis que les médias soient un peu moins dirigés là aussi par les puissances financières qui ont tout intérêt à nous vendre les mêmes gadgets inutiles dont je viens de parler. Tout ça est lié, c'est la raison pour laquelle dans notre programme les trois urgences environnementales, démocratiques et sociales sont également liées, et c'est justement parce que tout ça est lié et parce que c'est à une crise systémique en réalité qu'on doit répondre, qu'on a dû réfléchir à un projet politique qui soit lui aussi systémique. Et ce projet, c'est ce que nous appelons l'écosocialisme, sur lequel nous avons beaucoup travaillé depuis 2012, qui est né à la fois de ce constat que je viens d'évoquer, et puis de la double impasse dans laquelle nous semblait être, et depuis ça s'est malheureusement confirmé, à la fois le Parti socialiste qui échouait à prendre en compte cette dimension écologique, et à la fois les écologistes qui avaient du mal à le relier à la question sociale et à la critique du système capitaliste en tant que système de production. Alors on a travaillé sur ce projet de l'écosocialisme, notamment pour essayer de trouver un langage commun en réalité,
pour faire la démonstration qu'il fallait cesser d'opposer l'industrie et l'environnement, d'opposer l'emploi et l'écologie, et qu'en réalité, l'ennemi était commun, et donc l'intérêt l'était aussi. C'est effectivement ce système économique qui exploite de la même manière, en réalité, les travailleurs et la nature pour maximiser le profit qu'ils tirent du capital investi. Alors on a trouvé ce langage commun, c'est le manifeste pour l'écosocialisme, qui comporte 18 thèses. Je ne vais pas vous les présenter là, mais juste parce que du coup je me suis replongée dedans, je vous le sortirai tout à l'heure, et j'ai quand même été agréablement surprise du travail collectif que nous avions fait en 2012 et de la cohérence qui est la nôtre depuis, puisque sur ces 18 thèses, il y en a une, la numéro 10, qui s'appelle la règle verte. Il y en a une, la numéro 13, qui s'appelle la planification écologique. La 14 concerne l'Assemblée constituante. La 18e concerne la révolution citoyenne. Et la 16e me donne l'occasion d'aborder un thème rapidement que je n'ai pas encore abordé. Elle concerne les traités européens et le verrou des traités européens. J'en parle 2 secondes parce que la présentation ne serait pas complète si je n'en parlais pas, pour la simple et bonne raison qu'un certain nombre des mesures que nous proposons, et que nous ne sommes pas les seuls à proposer, notamment en matière de relocalisation par exemple, et puis de cesser d'importer des marchandises qui ont fait le tour du monde avant d'arriver ici, après avoir été produites par des gens qui n'ont pas le droit de se syndiquer, qui n'ont pas de journée de repos et qui n'ont pas de code du travail. C'est-à-dire en gros ce que nous appelons tout simplement le protectionnisme solidaire, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, et bien tout ça aujourd'hui est impossible dans le cadre du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Et donc si on ne dit pas en même temps qu'on est prêt à désobéir à ces traités européens, eh bien on ne dit que la moitié de la vérité aux électeurs. C'est une condition de succès de mise en œuvre de notre programme, et c'était donc la thèse 16 du manifeste pour l'écosocialisme. Voilà, on a le principe, on a le programme, on a le projet politique. On reviendra, si vous le souhaitez, tout à l'heure dans le débat sur le financement et sur les emplois que tout cela peut créer. Mais Yves en dira peut-être un petit mot parce que Negawatt a aussi beaucoup travaillé sur ces aspects-là, et je lui passe donc tout de suite la parole. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là, à plusieurs titres. Le premier, c'est que je suis d'autant plus ravi de le faire avec Corinne ce soir parce qu'on se croise depuis longtemps, et c'est vraiment une des premières politiques qui s'est pleinement saisie du travail qu'on pouvait faire avec l'association Negawatt, de notre scénario. Je vais vous dire un mot dans un moment. Voilà, donc je suis vraiment heureux à titre personnel de le faire là, et puis je suis heureux aussi parce que à titre professionnel, mon engagement c'est d'être un expert pour la société civile, et que ça n'a de sens que si évidemment on a des temps d'échange direct avec des citoyens, avec des gens qui sont mobilisés, intéressés par ces questions, et à qui on peut apporter des choses, mais de qui on peut aussi beaucoup apprendre et entendre. Et donc je vais essayer d'être court pour laisser le plus de place possible au débat, mais c'est un peu difficile d'être court pour vous présenter le scénario Negawatt, vous le verrez. Je suis donc professionnellement avant tout directeur d'une toute petite structure associative qui s'appelle WISE Paris, qui est un des rares pôles d'expertise indépendante sur les questions énergétiques, mais plus spécifiquement nucléaires en France. Donc je travaille beaucoup sur la question des risques nucléaires, de la Hague, des réacteurs, etc. Mais je suis aussi engagé pleinement dans mon activité professionnelle, dans l'expertise pluraliste, c'est-à-dire dans l'idée que les experts doivent travailler ensemble, doivent confronter leurs points de vue, etc., pour apporter l'éclairage nécessaire, l'information nécessaire pour que des décisions soient prises dans la meilleure compréhension de l'intérêt général. Et donc c'est à ce titre-là que je suis depuis pas mal d'années maintenant très, très actif, très impliqué dans le travail de l'association Negawatt, qui est donc une association créée en 2001, qui rassemble pas mal d'experts. Maintenant, on est 1 millier de membres, mais avec un noyau dur de 25 qui travaille à produire régulièrement des scénarios prospectifs pour la France et pour tout un tas d'idées, de politiques et mesures, etc., pour les mettre en œuvre. Et donc, voilà, le scénario Negawatt, je vais commencer avant
dire ce que c'est, par dire pourquoi on l'a fait. On l'a fait d'abord, je vais reprendre des choses que Corinne a dites, mais parce qu'il y a une vraie urgence à la transition énergétique. Urgence climatique d'abord, urgence sur les ressources, effectivement avec l'idée de l'année de dépassement, le jour de dépassement de la Terre qui s'avance malheureusement chaque année. Urgence sur des problèmes sanitaires, la pollution atmosphérique liée notamment à la combustion d'énergie fossile. C'est aujourd'hui, selon les estimations, entre 40 et 50 000 morts prématurées chaque année dans notre pays, 7 millions dans le monde. Urgence aussi sur des aspects sociaux, la précarité énergétique, qui est un sujet majeur et malheureusement croissant dans notre pays, sans parler, si on se projette au niveau mondial, bien sûr, d'un problème réel d'accès à l'énergie au Sud. Donc il y a tout un tas de raisons qui font qu'il faut vraiment repenser notre rapport à l'énergie. Et pourquoi on parle de transition et pourquoi on parle d'analyse systémique, c'est parce que si on prend juste 2 secondes pour y réfléchir, l'énergie, elle fait système et elle fait société. C'est-à-dire que la manière dont on organise l'utilisation de ressources énergétiques pour produire de l'énergie et pour répondre à différents besoins a fortement évolué au cours des âges, depuis la domestication du bois de feu, des énergies renouvelables traditionnelles, la révolution du charbon, du pétrole, et puis aujourd'hui le monde notamment de l'électricité. On voit bien que ça structure la société, et donc si on veut répondre à ces urgences climatiques, de pollution, de ressources qui sont liées à ce système, ça nous oblige fortement à repenser l'ensemble de notre organisation, de nos modes de production et de nos modes de consommation. Donc c'est pour ça qu'on parle de transition, et c'est pour ça qu'on a besoin, de notre point de vue, d'un scénario, parce qu'on ne peut le faire de manière cohérente, organisée et pertinente par rapport aux enjeux que si on se donne ensemble une vision à long terme, c'est-à-dire si on construit un projet de situation soutenable par rapport à ces enjeux. Et deuxièmement, parce que avoir une belle image à 2050 par exemple, qui est l'horizon du scénario, c'est bien, mais si on n'a aucune idée sur la manière de l'atteindre, ça ne nous sert à rien. Avoir une trajectoire, avoir un chemin pour nous y mener, pour guider l'action, et c'est vraiment tout le sens du scénario qu'on essaye de construire, un scénario de transformation du système énergétique et à travers lui de la société pour aller vers un système soutenable. Et c'est une autre manière de le dire, c'est la nécessité de remettre dans nos décisions de court terme cet impératif du long terme sur les limites physiques de la planète. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc ça nous a donné il y a longtemps déjà l'idée de faire un scénario. Le premier, on l'a fait en 2003, puis on en a fait un en 2006. Un en 2011 qui a surtout beaucoup servi en 2012 et un qu'on vient de rendre public en janvier 2017. Vous constatez qu'on a tendance maintenant à se caler sur le rythme des présidentielles parce que c'est aussi le moment où on peut porter ces sujets de la manière la plus efficace dans le débat national. Et on y reviendra sans doute dans la discussion. Donc une fois qu'on a l'idée de faire un scénario, il faut savoir ce qu'on met dedans, et de notre point de vue, ce qu'on met dedans, c'est avant tout l'application d'une démarche qu'on appelle la démarche négawatt, mais qu'on considère vraiment être une démarche de bon sens, pratiquement, en tout cas d'intelligence, appliquée d'abord aux usages de l'énergie, c'est-à-dire l'idée de consommer de l'énergie au juste niveau par rapport au service qu'elle rend. L'énergie, on ne consomme pas des ressources énergétiques pour le plaisir, on les consomme pour s'éclairer, cuire des aliments, se déplacer, se chauffer, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle, pour nous experts, les services énergétiques. Et c'est bien du dimensionnement juste, individuellement et collectivement, des services énergétiques qu'il faut partir. C'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. La deuxième intelligence, c'est une intelligence qui est plus technique, dans l'amélioration des rendements à toutes les étapes, depuis les ressources jusqu'à ces services. Donc c'est aussi bien le rendement des centrales électriques que la performance de vos ampoules, la manière dont vos ampoules sont, les lampadaires que vous utilisez. On fait référence souvent aux lampadaires boules, juste pour illustrer de manière concrète. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
ces lampadaires qu'on voit dans la rue, qui sont juste un globe, et qui donc sont conçus pour envoyer toute la lumière vers le ciel, au lieu de la rediriger vers le sol. Et ben, vous consommez là de l'électricité pour produire plus de lumière parce que vous n'utilisez pas bien cette lumière. C'est une illustration parmi d'autres de ce qu'on peut faire en termes d'efficacité. Donc le deuxième niveau, c'est cette performance technique, c'est l'efficacité. Et puis le troisième niveau pour nous, c'est le bon choix des ressources énergétiques. Et c'est la recherche de la substitution des énergies que nous ne considérons pas soutenables, et nous y mettons à la fois les énergies fossiles et le nucléaire, par les énergies renouvelables. Une autre manière de les qualifier pour nous, c'est de dire que les énergies fossiles et nucléaires, c'est des énergies de stock, parce qu'elles s'appuient sur un stock dans les sous-sols qu'elles consomment sans le renouveler, alors que les énergies renouvelables sont des énergies de flux. Et tout ça colle à notre idée que la soutenabilité, c'est créer plutôt des rentes pour les générations futures que des dettes et des fardeaux. Deuxième point, après ce changement global de perspective, où on part donc des services énergétiques pour remonter aux ressources via l'efficacité, via la sobriété, l'efficacité et les renouvelables. Pour le scénario, on s'est donné comme règle, donc au-delà d'appliquer ça systématiquement à l'ensemble du système français, de travailler sur un réalisme technologique et économique. Sur le plan technologique, ça veut dire essentiellement qu'on ne développe dans le scénario que des choses qui sont suffisamment matures aujourd'hui, qui sont au moins très avancées en termes de R&D industriel. Pour nous, ça veut dire qu'on ne parie pas pour s'en sortir par rapport aux limites physiques sur des solutions qu'il faudrait inventer et qui n'existent pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire évidemment que d'ici 2050, il ne va pas y avoir des innovations et des ruptures. Tant mieux, elles accéléreront la transition, mais on se sent beaucoup plus confortable avec une trajectoire qui fonctionne sans elle. Et quand on dit maturité, c'est non seulement technologique au sens R&D, etc., mais c'est aussi sociétal, c'est-à-dire c'est des technologies qui sont existantes ou en cours de développement, mais dont le niveau d'impact et d'acceptabilité est aussi suffisamment démontré. Et le réalisme économique, paradoxalement, ça veut dire pour nous de faire un scénario avec un modèle, puisque tout ça passe par un tableur Excel avec des dizaines de milliers de lignes et des millions de données, dans lequel on ne met pas un seul euro. On n'y met pas un seul euro parce que si on y met des euros et qu'on commence à introduire dans le modèle pour représenter la façon dont les choses peuvent évoluer, des éléments qui sont le reflet des règles économiques actuelles, puisque dans la vraie vie on fait le constat que ces règles économiques ne nous placent pas sur les bonnes trajectoires, c'est la meilleure manière dans le modèle de ne pas construire la trajectoire la plus soutenable possible. Donc on fait l'inverse. On construit en y mettant bien sûr avec notre compétence d'expert des choses qui nous semblent réalistes économiquement, qui nous semblent faire sens, mais on y construit une trajectoire physique et on s'interroge ensuite sur les régulations économiques qui rendent cette trajectoire possible. Voilà, donc ça c'est les grands fondamentaux du scénario. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on met dans ce scénario? On y met d'abord, logiquement, une action forte sur la demande d'énergie en passant par les différents secteurs. On peut les prendre dans différents ordres, mais peut-être effectivement le premier c'est les bâtiments, parce que le résidentiel et le tertiaire c'est plus de 40% de notre consommation d'énergie, donc c'est effectivement le gros morceau à attaquer. Et dans ce domaine-là, alors il y a un premier travail qu'on représente dans le scénario, qui est un travail de maîtrise des surfaces. Aujourd'hui, la tendance c'est par exemple que dans le tertiaire, les surfaces augmentent plus vite que le chiffre d'affaires. Dans le résidentiel, on a cette tendance aux maisons individuelles qui va de pair avec l'étalement urbain. Donc une augmentation des surfaces par personne. Dans le scénario, on stabilise grosso modo le taux de croissance, enfin on réduit même le taux de croissance des surfaces tertiaires et on stabilise le nombre de mètres carrés par habitant entre aujourd'hui et 2050 en encourageant le petit collectif, en encourageant des formes de recohabitation, colocation d'étudiants ou des choses comme ça. Et tout ça a évidemment une grande influence sur les quantités globales à chauffer, donc sur les consommations. Et puis la deuxième chose, Corinne en a parlé, c'est la performance thermique des bâtiments. Là, il y a un sujet qui n'en est pas un, ou qui ne devrait pas en être un, qui est de faire des bâtiments neufs hyper performants. C'est vraiment une honte aujourd'hui par rapport au savoir-faire dont on dispose, de continuer à construire des bâtiments qui ne sont pas
très basse consommation, voire à énergie positive, c'est-à-dire qui intègre des productions d'énergie. Mais le gros morceau, parce que c'est l'essentiel des bâtiments qui seront encore là en 2050, c'est les bâtiments qui existent aujourd'hui. Et là, il y a vraiment un impératif de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments. C'est un impératif environnemental, mais c'est aussi un impératif social, parce que c'est aujourd'hui la précarité. Mais c'est une vraie bombe à retardement si on fait d'un côté des bâtiments de plus en plus performants et qu'on laisse de l'autre côté une partie du parc à l'état de passoire énergétique ou de mauvaises performances. Et donc, notre message de ce point de vue-là, c'est qu'il faut vraiment monter en puissance pour atteindre à terme plus d'1 million d'opérations par an, c'est-à-dire 1 million de logements ou d'équivalents en surface logement dans le tertiaire, ce qui nécessite évidemment des efforts qui n'ont pas été faits jusqu'ici, de mise en œuvre, de formation d'artisans, de création de groupements d'artisans pour être capable de fournir une œuvre de qualité, de réglementation sur les solutions techniques et d'accompagnement financier et de simplification de l'accès aux aides financières. Il y a énormément de sujets et on a plein d'idées dans ce domaine, mais il y a un besoin de massification urgent. Et le deuxième message, c'est que quand on fait une rénovation, il faut la faire à très haut niveau de performance. C'est-à-dire, dans le scénario négawatt, on représente grosso modo une division par 4 en moyenne des usages, des besoins de chaleur dans les bâtiments rénovés. On n'y arrive pas si on fait une première opération de rénovation pour diviser par 2 la performance d'un logement, et puis en se disant on réinterviendra plus tard pour faire le reste, parce que l'essentiel du coût, c'est le coût de déploiement du chantier, et vous ne le ferez pas 2 fois. Donc le message, c'est massification et rénovation en profondeur. Dans le bâtiment, il y a aussi tout ce qu'on appelle l'électricité spécifique. Alors derrière ce nom barbare, il y a tout simplement les consommations d'électricité pour des services qui ne peuvent être rendus que par l'électricité. Donc c'est la lumière, l'électroménager, tout ce qui est électronique, etc. Et là, on a simplement représenté dans le scénario négawatt la généralisation d'ici 2050 de ce qu'on a aujourd'hui comme meilleure performance d'équipement et comme meilleur comportement. On fait ça, on y ajoute 15% grosso modo forfaitaire de nouveaux usages, parce qu'on voit bien qu'il y a la domotique, etc. Et on arrive, on arrive à une division par 2 sur la consommation d'électricité spécifique et une division pratiquement de 60% sur l'ensemble des usages d'énergie dans les bâtiments. Le deuxième gros secteur, c'est les transports. 30% de la consommation d'énergie, mais premier émetteur de gaz à effet de serre, notamment parce que dépendant à plus de 90% du pétrole. Il y a à nouveau un travail de sobriété à faire, notamment par des choses assez complexes mais nécessaires, d'aménagement du territoire, avec l'idée globale de réduire les distances à parcourir pour accéder aux mêmes services. Donc là, ça veut dire redensifier les villes, arrêter l'étalement périurbain dont je parlais. Ça veut dire aussi revitaliser les territoires ruraux. Bien sûr, ça va complètement de pair. Ça veut dire favoriser du télétravail intelligent. Ça veut dire pour les marchandises, favoriser les circuits courts, etc. etc. Il y a énormément d'idées dans ce domaine, mais c'est absolument nécessaire pour atteindre les objectifs qu'on peut se fixer. La deuxième chose, c'est le transfert modal vers le ferroviaire, de la route vers le ferroviaire pour le fret, du transport individuel vers les transports collectifs ou la mobilité douce pour les personnes, et puis l'efficacité des véhicules eux-mêmes, puis plein d'autres choses, le taux de remplissage des camions, etc. Mais l'efficacité des véhicules, où là il y a vraiment des gains par plus de 2 à imaginer d'ici 2050 là encore. Et sur les véhicules, on a quand même un pas supplémentaire à faire, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, c'est dépendant à 90% du pétrole. Le pétrole aujourd'hui, c'est le carburant liquide dont on dispose, et si on veut le remplacer par des énergies renouvelables, le carburant liquide, c'est les biocarburants dont le rendement, le bilan énergétique et environnemental est vraiment pas satisfaisant. En particulier, c'est des cultures dédiées qui sont des sols qui ne sont pas disponibles pour autre chose. Et donc, on a comme idée dans le scénario négawatt d'éviter le développement des biocarburants. Et du coup, si on cherche autre chose, on a en fait 2 solutions. Essentiellement, on a une solution électricité et une solution gaz. Et de notre point de vue, il faut en fait
développer conjointement ces deux solutions. Autrement dit, on ne croit pas du tout à ce qui est le plus dans l'air du temps, c'est-à-dire l'idée qu'on va remplacer sans rien changer nos véhicules actuels par des véhicules électriques à tout faire. Au contraire, alors le modèle actuel de déplacement automobile qui nous donne une grande liberté, il nous donne quand même aussi une énorme contrainte qui est d'être propriétaire de sa voiture avec tous les coûts que ça compose et puis que ça comporte. Et puis d'un point de vue énergétique et environnemental, c'est absurde puisqu'on utilise 90% du temps seul à 30 km/h en ville des véhicules qui sont conçus pour transporter 5 personnes, leurs bagages à plus de 130 sur autoroute. Donc pour nous, le véhicule électrique, c'est justement une occasion de repenser notre rapport à la voiture et d'aller vers un système où on utiliserait de plus en plus des véhicules différents pour des usages différents. Et typiquement, ça va être le tout électrique dans les déplacements urbains, avec une grande part de véhicules partagés, et à l'inverse, le gaz dans les déplacements interurbains, notamment parce que si on veut tous se déplacer avec nos véhicules électriques sur des grandes distances et qu'il faut gérer les rechargements rapides sur les grands axes routiers, tirer le réseau qui va avec, etc., c'est rapidement ingérable. Donc d'un côté l'électricité, de l'autre gaz, mais évidemment progressivement fournie par des sources renouvelables, j'y reviens dans une seconde. Dernier grand secteur, l'industrie. Et là, les idées qu'on peut avoir, c'est d'abord, toujours en sobriété, de réduire les besoins de production. Donc c'est arrêter le gaspillage d'objets inutiles, arrêter la redondance d'objets. L'exemple qu'on utilise souvent, c'est les perceuses. On n'est pas persuadé qu'il y ait besoin de fabriquer autant de perceuses pour que chacun en ait une chez soi et l'utilise, allez, on va être gentil, en moyenne 1 à 2 fois par an. La réparabilité des objets, la durabilité des objets, donc lutter contre l'obsolescence programmée, tout ce qui est ressourcerie, recyclerie, etc. Et le recyclage des matières premières d'une manière générale, parce que ça consomme moins d'énergie de recycler une tonne de matière première que de la produire une première fois. On a aussi alors, quand on fait ça dans l'industrie et qu'on fait le travail sur l'efficacité de tous les process, on arrive aussi à une division par 2 à peu près. J'ai oublié de dire que dans les transports, on atteint aussi une division par 2. C'est un peu un chiffre générique. Mais on a travaillé aussi sur l'industrie, sur les matériaux, et sur la manière dont on peut réduire les besoins de matériaux, soit en remplaçant les matériaux actuels de construction, par exemple, par des biomatériaux, maison à ossature de bois, des choses comme ça, soit en réduisant les besoins de matériaux, et globalement, on arrive dans le scénario à réduire les besoins de béton, d'acier, etc. à plus de 50%, là encore, à l'horizon 2050, et c'était un point nouveau dans le scénario 2017 et important pour nous. Le dernier secteur de consommation pèse très peu du point de vue énergétique, 2 à 3%, mais il est quand même fondamental quand on parle de transition énergétique, parce que c'est l'agriculture. Et l'agriculture, c'est à la fois un important émetteur de gaz à effet de serre, mais c'est aussi la ressource dont on a besoin, non seulement pour s'alimenter, pour les biomatériaux dont je viens de parler, mais aussi pour de l'énergie tirée de la biomasse. Et on a la grande chance pour le scénario Négawatt de pouvoir coupler depuis 2006 nos exercices prospectifs avec un exercice qui s'appelle After 2050, qui est développé par une autre association qui s'appelle Solagro, et qui développe exactement la même logique vis-à-vis des usages alimentaires, des usages des sols, des pratiques agricoles. Donc c'est un scénario dans lequel on travaille à la forte réduction des gaspillages alimentaires, dans lequel on travaille à une évolution de l'assiette, c'est-à-dire le régime moyen des Français, notamment en lien avec les recommandations sanitaires, une division par 2, grosso modo, d'ici 2050 de la consommation de viande par habitant, mais où on travaille aussi sur les pratiques agricoles, en allant vers l'agrobiologie, en allant l'agroécologie, pardon, l'agriculture biologique, etc. Avec une logique globale qui est de maintenir avant tout la fonction alimentation, y compris à l'exportation, y compris dans notre nouveau scénario, en renforçant la capacité d'exportation agricole de produits alimentaires, parce qu'il y a un enjeu majeur de baisse de fertilité des sols dans plusieurs régions du monde, à commencer malheureusement par la Syrie. Et donc il y a une responsabilité de notre pays qui a la chance d'être très bien doté dans ce domaine,
de solidarité internationale. Il y a, donc on maintient ça, on donne la priorité ensuite aux biomatériaux et seulement ensuite on travaille à la production d'énergie issue de biomasse avec comme règle de ne consacrer, de ne dédier aucune culture à la fonction énergie. C'est-à-dire l'énergie n'est produite dans le scénario que par de la coproduction ou des sous-produits des autres fonctions agricoles. Et donc, ça fait la transition évidemment avec la partie production sur laquelle ça s'appelle AFTER. AFTE2RES 2050. Merci. Donc sur la partie production, là l'idée c'est de mobiliser aussi fortement que possible la capacité de production renouvelable dans notre pays. Donc il y a deux grands volets. La production issue de biomasse. Donc là, c'est avant tout le bois énergie et la biomasse solide. Le bois énergie en lien avec une exploitation de la forêt, notamment pour le bois de construction dont j'ai parlé. Deuxième poste, le biogaz, issu de gazéification de déchets agricoles ou de méthanisation de déchets d'élevage par exemple, avec donc l'idée de donner la priorité au biogaz sur les biocarburants, je l'ai dit. Et le deuxième grand poste, c'est les énergies renouvelables électriques. Là, c'est en priorité l'éolien et le photovoltaïque, en jouant sur toutes les possibilités, hein, éolien terrestre, offshore, ancré, planté, solaire en centrale photovoltaïque, en grandes installations sur les grands toits, en diffus chez les particuliers. Globalement, tout ça nous amène à une multiplication par 3,5 de la production d'énergie renouvelable. Grosso modo, moitié-moitié biomasse renouvelable électrique, avec en rang 1 le bois énergie et l'éolien, et en rang 2 le biogaz et le photovoltaïque. Et puis bien sûr, c'est grosso modo, mais derrière, il y a l'appoint de la géothermie, des énergies marines qu'on développe peu en raison de cette règle de maturité technologique que j'évoquais tout à l'heure, etc. En face, évidemment, la maîtrise de l'énergie d'un côté, le développement des énergies renouvelables de l'autre permet de réduire progressivement le recours aux énergies fossiles. Et on n'a plus d'énergie fossile dans le scénario négawatt en 2050. Et ça permet aussi de réduire le recours au nucléaire, même si c'est plus compliqué. Parce que les réacteurs nucléaires, c'est des grosses unités qui ont besoin de fonctionner de manière très stable. Donc c'est un système qui en soi n'est pas souple. Et on a besoin de planifier justement l'évolution du parc. Dans le scénario, la règle qu'on s'est donnée, c'est de dire qu'on a devant nous une échéance très importante des 40 ans de fonctionnement des réacteurs, que le fonctionnement au-delà de ces 40 ans pose d'énormes problèmes de sûreté, de mise en œuvre, de capacité industrielle, de capacité financière et de rentabilité, et que dans cette perspective, la prolongation ne peut être, contrairement à l'idée dominante aujourd'hui, la prolongation ne peut être que l'exception, et l'arrêt à 40 ans ou plus tard la règle. Et une fois qu'on s'est donné ça comme idée directrice et qu'on a regardé dans le détail à quelle vitesse on pouvait faire progresser la maîtrise de la consommation d'électricité et les renouvelables électriques, on se rend compte qu'on passe sans prolonger aucun réacteur, donc il n'y a pas de prolongation au-delà de 40 ans dans le scénario mégawatt, et le dernier réacteur s'arrête en 2035, ce qui veut dire au passage qu'on ne démarre pas le PR de Flamanville dans notre scénario. Le bilan global en énergie, je vous l'ai déjà donné à grands traits, je le rappelle en résumé. Division par 2 de la consommation d'énergie au total, multiplication par 3,5 des renouvelables, et en fait c'est ces deux mouvements qui par effet ciseau permettent d'arriver à 100% de renouvelables à l'horizon 2050. Et j'insiste bien là-dessus, c'est que on représente un développement qu'on considère réaliste mais volontariste des énergies renouvelables, et donc si on ne faisait pas ce travail sur la consommation d'énergie, on serait heureux d'avoir développé les renouvelables, mais on n'aurait pas atteint l'objectif si l'objectif était, c'est celui du scénario en tout cas, d'éliminer les énergies non soutenables. On les élimine vraiment, c'est-à-dire on fait vraiment de la substitution par les renouvelables et pas de l'addition, si
on passe d'abord par ce travail sur la consommation. Le bilan en gaz à effet de serre de tout ça, c'est d'abord une division par 16 des émissions de CO2 liées à l'énergie, ce qui est évidemment un très bon résultat. C'est pas suffisant en soi. On a un objectif facteur 4 depuis 2005, donc de division par 4 d'ici à 2050 de l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il faut travailler aussi sur le méthane agricole, sur les gaz à effet de serre dans l'industrie, etc. On a regardé tout ça dans le scénario et on bénéficie là aussi de AFTER avec comme bilan global une division, alors j'ai plus le chiffre final en tête, et c'est 7 ou 8 je crois, largement plus que 4 en tout cas, de l'ensemble des gaz à effet de serre d'ici à 2050. Et en fait, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne suffit pas, parce qu'on a eu entre-temps l'accord de Paris et un engagement mondial sur une trajectoire à moins de 2 degrés, qui est en fait le minimum sur lequel il faut s'engager, vraiment, et une trajectoire 2 degrés pour la France, ça veut dire neutralité carbone à 2050. Donc ça veut dire zéro émission. Alors comment on arrive à zéro émission? On n'arrive pas à éliminer toutes les émissions de carbone. On arrive à zéro émission si on est capable de capter et stocker du carbone en quantité égale du carbone ou des gaz à effet de serre qu'on continue à émettre. Alors, ça peut vouloir dire ce qu'on appelle la capture-séquestration du carbone, c'est-à-dire des moyens mécaniques de le faire, qu'on n'a pas retenu dans le scénario. Ça peut vouloir dire aussi la capture par les sols. Et là, on a encore la chance de bénéficier du scénario AFTER, c'est-à-dire la transformation de l'agriculture et de la sylviculture dans le scénario AFTER. En fait, elle reconstitue la capacité de nos sols, qui sont aujourd'hui épuisés par les pratiques agricoles. Elle reconstitue la capacité de nos sols à stocker du carbone, naturellement. Et quand on a regardé le bilan, on arrive effectivement à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc on est assez fiers de pouvoir dire que le scénario Négawatt est le premier scénario de neutralité carbone pour la France et le premier scénario compatible pour la France avec l'engagement qu'elle a pris lors de la COP21. Derrière ça, on porte un message un peu plus global qui est de dire qu'on n'arrive pas à ce résultat, notamment sur la sobriété, et que la sobriété, c'est pour nous, si on se replace dans le contexte international, d'abord une question de responsabilité des pays du Nord, puisqu'on n'atteint pas nos propres objectifs sans ça. C'est une question d'exemplarité, parce qu'il y a un message urgent à envoyer, notamment aux classes moyennes dans les pays émergents, sur notre capacité à changer de mode de vie, qui est indispensable si on veut leur demander de ne pas le copier. Et puis c'est pour nous un message de solidarité aussi, c'est-à-dire dans un monde où globalement la quantité d'énergie à consommer est contrainte, éliminer par la sobriété des consommations d'énergie qui ne rendent aucun service au Nord, c'est libérer des consommations d'énergie pour répondre à des services vitaux au Sud. Donc voilà, pour l'aspect international, je finis parce que j'ai été déjà long, mais je vous avais prévenu. Sur des co-bénéfices qu'on a pu évaluer. Donc, on a la conviction globalement que ce scénario est porteur de plein d'autres bénéfices que le bilan énergétique et climatique, mais on arrive à le chiffrer sur un certain nombre de choses. On l'a chiffré par exemple sur la pollution atmosphérique. Il y a une réduction de 2/3 de la pollution atmosphérique liée au transport routier dans les zones denses où il est générateur d'impact sanitaire. C'est un scénario de baisse des besoins en matériaux, de meilleure gestion des sols, de l'eau, etc. C'est un scénario de lutte contre la précarité énergétique à travers le programme de rénovation thermique des bâtiments. Et puis, on l'a également chiffré en termes de coût global et d'emploi. Le résultat en coût global, qui est un peu difficile à faire parce qu'on y inclut la facture énergétique française qui est aujourd'hui de 50 à 70 milliards dépensés chaque année pour importer du pétrole et du gaz, facture qui perdure si on continue sur le niveau actuel et qu'on élimine évidemment le scénario Négawatt, mais quand on compte ça, il y a une hypothèse sur les prix de ce pétrole importé qui est assez déterminante sur le bilan global, mais même en supposant que les prix restent ceux d'aujourd'hui, ce qui est une hypothèse plutôt basse, le scénario Négawatt, à long terme, il fait économiser de l'argent à la France par rapport à un scénario tendanciel. Et en fait, c'est un double bénéfice parce qu'il fait économiser globalement, mais il réimporte
ils réinjectent en fait dans les territoires français, dans de l'investissement, dans de la maîtrise de la consommation et des renouvelables, de l'argent qui aujourd'hui est dépensé à l'étranger pour ces importations. Donc c'est moindre coût, mais davantage de valeur ajoutée dans nos territoires. Et en emploi, ça se traduit par, certes, des pertes d'emploi dans certains secteurs. Et là, il y a un sujet majeur de programme de reconversion, mais des créations en plus grand nombre d'emplois dans d'autres secteurs, les renouvelables, la réparabilité et d'autres, la rénovation énergétique, bien sûr. Et puis, ça se traduit, par cet effet économique que je décrivais, par des emplois induits. Et le bilan total de tout ça, c'est pour la seule transition énergétique, 600 000 emplois, on va dire à 2030, 500 000 de plus, 600 000 à 2050. Et si on y ajoute la transition agricole, c'est 700 000 emplois créés par rapport au scénario tendanciel. Donc tout ça, en conclusion, nous donne vraiment la conviction que ce qui est pour nous au départ une nécessité de transition est une vraie opportunité porteuse de plein de co-bénéfices, mais que c'est un projet de société, donc il faut le travailler collectivement, qu'il faut travailler aux politiques et mesures pour le faire. On a plein d'idées dans ce domaine, mais on pense que c'est vraiment important que tous les mouvements politiques, je dis bien tous, se saisissent de cette question, tous ceux qui en sont capables, en tout cas, d'appréhender cette urgence, s'en saisissent et produisent dans leur propre champ de valeurs, de repères, etc., des propositions pour le faire. Et comme certains mouvements se sont saisis plus tôt de cette question, on espère qu'ils sont en avance, mais en tout cas, on est d'autant plus ravis d'échanger avec eux sur ce que ça peut vouloir dire en termes de mise en œuvre. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous deux, merci pour cet exposé très éclairant. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que le fil peut avancer, mais pas énormément. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Alors, les gens devront soit porter la voix, soit juste que quelqu'un se charge, juste que quelqu'un se charge de l'animation pour prendre les questions, mais sinon je peux le faire. Donc il y a une question au fond, soit ta voix, soit voilà. Excusez-moi. Donc, moi, je suis persuadée, convaincue par vos idées. Je suis convaincue par tout ce que vous avez dit ce soir. Je suis enseignée depuis très longtemps. Je fais du tractage, des choses comme ça. L'écologie, ça me concerne. Mais il y a un souci, c'est qu'avec ma fille, on est allé à Jussieu. On a vu une conférence, donc Jean-Marc ici, voilà, qui a l'air d'être plutôt de gauche, et qui, lui, nous dit sortir du nucléaire, c'est pas possible. Voilà. Donc, quelle réponse? Donc, il nous a dit les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire, c'est bien beau, c'est des trucs de bobo, mais vous en sortirez pas avec ça. Et donc, on était à cette conférence en novembre ou octobre à Jussieu. Donc, il a dit ça devant des centaines d'étudiants. Donc, aujourd'hui, nous, on a du mal à répondre à ce genre de questions. Voilà. On va peut-être prendre plusieurs réactions, questions. Bonjour, je suis une insoumise, bonjour. Moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé. On connaissait déjà pas mal de choses, mais bon, je ne connaissais pas si bien que ça Négawatt. Ce qui m'intéresse, ce que je me pose plutôt comme question, là tu as parlé de ce qui se passait au niveau français. Est-ce qu'on peut envisager après que ça se passe de manière internationale, et qu'en est-il des pays en voie de développement? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose pour ces pays, puisque ce sont ceux-là qui polluent le plus, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que... voilà. Donc, les Américains. et alors, oui, alors, sans parler de Trump, oui, mais bon, sans parler... Non, ce ne sont pas que les Américains, il y a l'Inde, il y a la Chine, enfin voilà.
Ah, tu as compris ce que je voulais dire. Moi j'ai une question, comment on applique la règle verte? On l'applique à la production, à la consommation, aux deux, et comment on fait pour les minerais? Comment on fait pour les minerais? Bon, j'y vais. Donc, en fait, c'est super ce que vous faites. En fait, moi, je vous suis depuis pas mal d'années et donc c'est vraiment génial. Par contre, alors j'ai une question parce que par rapport aux voitures, a priori, le roulerai par rapport au gaz, ça serait du méthane. Donc, avec le réchauffement climatique, il y a pas mal de méthane qui va se dégager. Donc, on pourra en avoir pour des prix pas très chers. Donc là, ça sera pas le même. Mais bon, ça pose un problème. Et après, j'ai une question, c'est quid du transport aérien? Attention, Stéphane. Je suis pour rien. Je suis dans le même aussi. Oui, bonjour. Après ce brillant exposé, il y aurait des milliers de questions à poser parce que dans pas mal de domaines. Moi, j'en ai retenu quelques-unes qui effectivement supposent. Le problème principal, à mon avis, c'est déjà le changement de mentalité à tous les niveaux, au niveau individuel, certes, mais aussi au niveau des responsables politiques qui, même au plus petit niveau, par exemple dans certaines mairies, qui ont tendance à laisser faire, à un certain laisser faire dans la construction. Par exemple, tu as parlé de réduire les surfaces destinées à la construction, hein, donc la maison individuelle. Malheureusement, ça reste encore un rêve pour beaucoup de gens. Et comment lutter contre cette idéologie du rêve qui est un rêve parfois complètement ridicule, parce que quand on voit ces maisons côte à côte, ça devient des espèces de ghettos face à d'autres ensembles, et c'est toute une conception de reconstruction de l'urbanisme en fin de compte. Et c'est un problème vaste et qui pourrait s'étaler sur plusieurs générations, c'est ça que je veux dire. En si peu de temps, je ne vois pas comment on pourrait changer autant de mentalités et autant de mauvaises habitudes qui ont été prises. Voilà. Un premier tour de réponse, parce que sinon... Pas mal déjà. Je sais pas comment... Je suis spécial Non, je vais répondre déjà, enfin je sais pas comment on va s'organiser, je vais commencer par la dernière, parce que elle est fondamentale, les autres sont techniques et posent des questions, et puis il y a la question sur Jean-Marc Jancovici, mais la dernière elle est vraiment importante, parce que c'est effectivement quels peuvent être les moteurs de ce changement. Alors, changement de mentalité, oui. D'abord sur le niveau de changement sur plusieurs générations. On rappelle souvent quand on présente le scénario, parce qu'il y a cet effet de loupe. Je vous parle en permanence de 2050 et je vous dis d'ici à 2050 telle et telle chose change. On va manger 2 fois moins de viande. Il y a à la fois un effet de moyenne. C'est-à-dire, moi j'ai une solution, par exemple, moi qui aime bien manger de la viande, c'est une solution pour qu'on arrive à manger 2 fois moins de viande à l'horizon 2050. Il faut juste que je trouve quelqu'un qui est d'accord pour se mettre en binôme avec moi et être végétarien. C'est idiot dit comme ça, mais ça illustre simplement le fait que derrière le chiffre qu'on donne, c'est une moyenne et qu'il peut y avoir des disparités importantes de comportement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on écrase un changement entre aujourd'hui et 2050. En fait, si vous y repensez, la durée sur laquelle on décrit un changement avec ce scénario, c'est la même que celle qui nous sépare de 1980. Et les changements entre 1980 et aujourd'hui ne me paraissent pas plus importants que les changements qu'on décrit d'ici à 2050 dans le scénario. Ce qui veut dire au passage qu'on est largement conservateur en fait, dans nos hypothèses. On changera beaucoup plus que ça. Par contre,
Et c'est là que cette idée du long terme, de la planification, de l'intérêt public joue à plein. C'est que la nouveauté qu'on introduit, c'est que ces changements, ils ne doivent pas se faire au gré du hasard, du marché ou d'autres choses. Ils doivent se faire en fonction d'une direction donnée et d'un objectif à atteindre. Ce qui change tout. Et ça change évidemment le rôle de l'ensemble des acteurs, le rôle des politiques publiques pour organiser cette transformation. Il y a un terme que j'aime bien employer, c'est l'offre de sobriété. C'est-à-dire que la sobriété dont on parle, bien sûr, elle passe par une prise de conscience individuelle et des changements de comportement. Et ces changements de comportement, on ne peut réellement les demander aux gens que si on crée, par les politiques publiques, par des changements de modèles économiques, les conditions pour que les gens, en fait, changent naturellement vers des comportements intelligents. Et comme ces comportements, ils sont par ailleurs porteurs de bénéfices collectifs et porteurs de bénéfices individuels, la voiture partagée en ville, par exemple, quand on regarde, ça veut dire pour une ville comme Paris, beaucoup plus d'espace disponible. Aujourd'hui, dans Paris, on estime que si on fait une projection au sol, les voitures occupent plus d'espace que les habitants. Donc, réduire l'espace laissé aux voitures en ville, c'est donner de l'espace pour de l'espace vert, pour la mobilité douce, etc. Améliorer la qualité de l'air. Donc, tout ça fait sens, mais il faut effectivement l'organiser, et il faut pour ça une offre de sobriété. Et puis le deuxième point, c'est l'imaginaire. Et là, y a un travail énorme à faire. On commence à prendre conscience de l'importance de ce travail-là à Negawatt, et on commence à développer l'idée, par exemple, de travailler avec des créatifs, de travailler, de s'adresser au monde des romanciers, au monde des scénaristes. Quand vous y pensez juste une seconde, dans les séries télé, qui est quand même quelque chose qui construit énormément l'imaginaire, et les gens, la petite famille, elle est dans son pavillon, et puis on prend jamais autre chose que la voiture pour se déplacer. Donc travailler sur ça, effectivement, en amont, me semble important. Voilà, j'ai été long là-dessus, mais c'était, je pense, des éléments importants pour le débat. Après, sur le gaz et le méthane, non, le méthane qui serait dégagé, enfin qui est dégagé déjà par les effets d'emballement du changement climatique, il n'est pas récupérable tel quel. Et dans notre scénario, donc on utilise du méthane issu de biomasse. Je n'ai pas mentionné le fait qu'on utilise aussi du méthane à long terme, donc là c'est au-delà de 2030, issu d'électricité renouvelable en excès. Si on fait l'électrolyse et on synthétise du gaz, mais l'ensemble de ce gaz est d'origine renouvelable directement ou indirectement, et son bilan en gaz à effet de serre est nul, à condition, et une condition pas négligeable, de maîtriser les fuites. Sur les transports aériens, alors je pense qu'on est le seul scénario en France à intégrer dans les bilans que je vous ai donnés le transport aérien international de personnes. On ne l'a pas fait sur les marchandises. En comptant la moitié des transports aériens reliant la France à d'autres pays comme consommation nationale. On compte aussi les transports aériens internes, et ceux-là, à long terme, on les élimine. C'est-à-dire on remplace tous les transports aériens métropolitains par des lignes grande vitesse. Une des raisons est que le kérosène est quand même un carburant beaucoup plus difficile à remplacer par des énergies renouvelables que les autres. Sur l'aspect international, j'en ai un peu parlé. Alors, il ne nous revient pas de dessiner un scénario Negawatt mondial, même si on aimerait bien le faire, si on avait les ressources pour. On travaille en fait à développer, mais on est avec le calendrier, un scénario européen, ce qui serait déjà une étape. Après, au niveau international, il y a des situations très différentes, et en particulier dans les pays qu'on appelle publiquement en voie de développement. La priorité, c'est évidemment pas la sobriété. Même s'il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'il faut aussi que dans ces pays-là, quand on développe des productions d'électricité, parce que la priorité c'est de l'énergie, la priorité c'est l'accès à l'énergie, il ne faut pas les développer pour la consommer n'importe comment, mais dans ces pays, la priorité c'est le développement des renouvelables, puis l'efficacité de l'ensemble des équipements et des infrastructures, et enfin une logique de sobriété. Donc on peut décliner cette approche vraiment de manière très différenciée selon les pays. Après, au niveau international, il
il y a des signaux positifs et des signaux négatifs. L'an dernier, les émissions de gaz à effet de serre américaines et chinoises ont été stables ou à la baisse. Les Chinois en particulier ont atteint leur pic de carbone beaucoup plus tôt que tout le monde pensait. Pour une raison simple, ce n'est pas le changement climatique, c'est la pollution atmosphérique en Chine. Donc ils ont une raison majeure d'agir. C'est un pays qui par ailleurs possède tous les atouts pour ça, puisqu'il garde à la fois un système pour faire la planification et peut-être la plus grande capacité économique d'investissement au monde. Et donc il a transformé très rapidement son système. Ça commence à se voir. On voit aussi des choses positives aux États-Unis, même si bien sûr on va attendre pour savoir si c'est une évolution qui continue parce que la tendance est prise, ou si le changement politique lamentable auquel on assiste remet tout ça en cause. Mais globalement, c'est quand même quelque chose qui est dans les tuyaux. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui la consommation d'énergie en Europe, en France, elle est stagnante ou en baisse. Ça fait 10 ans au moins maintenant qu'il y a plus d'investissements qu'il y a de plus en plus d'investissements sur les renouvelables. Ça fait 3 ans dans l'électricité que les nouvelles capacités et la nouvelle production électrique chaque année dans le monde est majoritairement renouvelable. Donc ces signaux-là sont présents. Et ça fait juste le lien, pour finir, avec la question sur Jean-Marc Jancovici. Je ne commenterai pas les prises de position de cet expert avec qui j'ai un différend assez ancien. Je pense que, je trouve ça assez malheureux parce qu'il a vraiment été un des pionniers pour porter la nécessité de la consommation, de la baisse de la consommation et de la transition dans ce pays, mais il bute de par une vision beaucoup trop pro-nucléaire. Il bute sur une appréciation réaliste du développement des renouvelables, et donc il ne croit pas au développement des renouvelables. Alors le problème, c'est que quand il y a 10 ans, il disait qu'il ne croyait pas au développement des renouvelables, très bien, mais aujourd'hui, le développement des renouvelables, il est là. Elles assurent plusieurs dizaines de pourcents de la production d'électricité dans plusieurs pays européens aujourd'hui. Elles ne posent pas de problème de sécurité du réseau. Au contraire, plus on les développe et plus on trouve des manières de les intégrer de manière intelligente dans le système. Elles ne mettent pas les pays qui les développent en faillite. Donc, voilà, objectivement, le développement des renouvelables est là, et il y a vraiment énormément d'études aujourd'hui qui convergent dans l'idée que le 100% renouvelable dans l'électricité, vraiment, est la partie la plus facile, je dirais, à faire de la transition. La partie dure, c'est les transports, et notre prisme nucléaire français nous empêche souvent de le voir. Voilà, pardon. Je laisse la règle verte et probablement des commentaires sur ces points-là aussi à Corinne. Oui, alors juste du coup pour rebondir par rapport à Jean-Marc Jancovici, moi je suis pas experte en décryptage, je connais pas suffisamment bien son discours, mais je voudrais juste apporter deux petites choses. D'abord, c'est quand même intellectuellement pour moi vraiment très problématique d'imaginer que la France ne soit pas capable de se passer de l'énergie électronucléaire, vu que c'est à peu près le seul pays qui en dépend à ce point à l'échelle planétaire. Donc je vois pas par quel phénomène étrange nous ne serions pas en capacité de faire comme beaucoup d'autres pays qui dépendent beaucoup moins de cette source de production d'énergie. Ça, c'est la première chose. Et puis pour pas être trop longue, et comme Yves ne l'a pas fait, je vous renvoie... Non, il ne l'a pas fait, ce que je vais dire. Je vous renvoie sur un très bon site qui s'appelle décrypterlenergie.org en un seul mot, et qui reprend pas mal justement de faits à partir de statistiques irréprochables de différents ministères allemands, par exemple, sur... vous savez, cette idée communément répandue selon laquelle l'Allemagne est sortie du nucléaire, mais du coup pollue énormément en ayant recours aux centrales thermiques, etc. Donc voilà, c'est toute une série de petits dossiers sur des éléments comme ça qui permettent d'avoir accès à de l'information
un peu objectif sur des sujets sur lesquels on ne sait pas toujours très bien qui croire effectivement dans tout ce qu'on entend. Sur la question internationale, et par rapport, parce qu'il y a eu un peu de flottement sur le côté des pays qui polluent beaucoup au sud, etc., en réalité, le gros risque, le gros facteur de risque qui arrive, c'est ce que disait Yves tout à l'heure, sur le fait que les classes moyennes qui se développent dans un certain nombre de ces pays se mettent à avoir le même type de modèle de développement et de consommation que nous, ce qui pour le coup, effectivement, à terme, poserait vraiment un très très gros problème. Mais il y a quand même de la marge de manœuvre. Je voudrais juste, sans vous saouler, vous donner quelques chiffres. C'est sur les questions de biocapacité qui sont calculées en hectares globaux. En gros, je vous passe les calculs, mais on en a de disponibles à peu près 1,6 hectares global par personne. Si on répartit sur l'ensemble des habitants de la planète, donc 1,6 par personne. Et en réalité, parmi les plus gros consommateurs de biocapacité, il y a les Émirats Arabes Unis, dont on parle décidément pas assez souvent. C'est toujours un plaisir de les remettre un petit peu sur le devant de la scène, qui sont quand même à 10,6 au lieu de 1,6 par personne. À titre d'exemple, les États-Unis sont à 8,2. Donc, vraiment, les Émirats Arabes Unis sont particulièrement champions à la matière aussi. Et la France est à 5,1 et l'Inde, par exemple, est à 1,2. Donc, voilà, il y a un facteur de risque important, mais en réalité, aujourd'hui, voilà, ceux qui prélèvent le plus, puisqu'on parlait de règles vertes, sont quand même pas encore les Indiens, malgré, voilà, parce que la population est évidemment très importante. Bien sûr. Mais du coup, c'est quand même intéressant aussi de ramener ça au nombre d'habitants et à la capacité par personne. Du coup, sur la règle verte, est-ce qu'elle porte sur la production ou sur la consommation? C'est un débat qu'on aura dans le cadre de l'Assemblée constituante. À titre personnel, je trouve que ce serait particulièrement hypocrite d'appliquer la règle verte qu'à ce qui est produit sur le territoire national, vu le nombre de productions qui sont délocalisées ailleurs. Il faut savoir quand même qu'en termes d'émissions importées, c'est-à-dire toutes les émissions de gaz à effet de serre dont on n'est pas responsable directement parce que ça se fait ailleurs, mais en réalité pour produire des choses qu'on consomme ici, c'est à peu près évalué à la moitié de l'empreinte carbone liée à la consommation en France. Et en réalité, dans toutes les statistiques que vous voyez qui sortent du ministère pour dire à quel point on est des bons élèves de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en réalité, ces émissions, elles n'ont pas baissé de 15% depuis 1990, comme c'est souvent mis en avant. Elles ont légèrement augmenté si on réimpacte effectivement ces émissions importées. Donc voilà quelle serait personnellement ma position. Après, sur la question de l'imaginaire, de la bataille culturelle, bon, d'abord, les rêves, on peut en changer. Et il y a effectivement tout ce qui a déjà été dit sur ce qui est véhiculé en fait par l'idéologie dominante et là-dessus il y a aussi des gros coups de pouce qui ont été donnés par certains dirigeants politiques. Je veux dire, quand Nicolas Sarkozy vantait la France du tous propriétaire avec effectivement à un moment donné des dispositions légales. C'est-à-dire que concrètement, tout ça n'est pas quelque chose d'éthéré, c'est qu'à un moment donné, il y a des niches fiscales qui sont inventées pour inciter les gens à faire de l'investissement locatif. Il y a des lois, la loi de modernisation de finances de Sarkozy par exemple, qui facilitait l'installation des supermarchés en périphérie de ville. C'est-à-dire tout ça, à un moment donné, c'est des choses qui en réalité sont très concrètes, avec des politiques qui ont été volontaristes pour aller dans le mauvais sens. Donc il n'y a pas de raison que nous, on ne soit pas en capacité d'avoir des politiques volontaristes pour remettre ça dans le bon sens. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'à un moment donné, il faudra passer à des mécanismes un petit peu plus coercitifs sur certaines choses. Et cesser d'être dans l'incitation. Ou alors, il faut arrêter de dire qu'il y a urgence. Après, il ne faut pas se tromper dans le coercitif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas
comme certains l'ont préconisé, d'aller s'attaquer au porte-monnaie de ceux qui n'ont déjà plus rien dedans et qui n'ont pas d'autre choix que effectivement de prendre leur vieille voiture diesel parce qu'ils sont en zone rurale et qu'ils n'ont pas les moyens de changer de voiture, parce que ça ne fera pas changer de comportement, parce que ça c'est des comportements contraints et effectivement tant qu'il n'y a pas une alternative, ça ne sert strictement à rien. Par contre, à un moment donné, aller là où il y a de l'argent pour changer des process de production, ça c'est faisable et ça s'impose. Et ça s'impose notamment par la loi et par des effectifs ensuite en matière d'inspection du travail et autres qui peuvent aller dans les entreprises vérifier que les choses sont bien mises en place. Et par rapport à ça, moi je voudrais juste dire que ce qui paraît parfois un peu trop grand, un peu trop gros, en réalité, sans remonter au passage à la station debout ou au paléolithique, je veux dire, plus récemment dans notre histoire, on a quand même accompli de grandes choses, quoi. Et ne serait-ce que l'essor du nucléaire en France. Enfin, je veux dire, le moment où on lance le programme nucléaire en France, c'est un défi industriel absolument remarquable de ce point de vue-là. Et tout d'un coup, on passe en quelques années à un changement total de modèle énergétique. Pourquoi est-ce qu'on serait plus capable aujourd'hui de le faire à l'inverse? Pareil sur l'après-guerre. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture connaît un essor incroyable parce qu'il s'agit de nourrir les gens. Et donc on invente l'agriculture intensive et l'agriculture productiviste. Et ça marche. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable aujourd'hui de le faire pour l'agriculture paysanne? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses qu'on a été capable de faire collectivement au siècle dernier et que moi je suis très confiante sur notre capacité à le refaire dans une autre direction aujourd'hui, parce qu'en réalité l'urgence elle est tout aussi importante et que je pense qu'on a les moyens de créer un élan au niveau national pour se donner des objectifs aussi ambitieux que ça, dès lors qu'on parle d'intérêt général et puis aussi du respect des générations à venir. Je crois que c'est quand même des choses qui sont encore motivantes pour les gens. Je pense qu'il y a encore quelques mains qui se lèvent, mais la tension faiblit un peu dans la salle. Donc peut-être, je sais qu'il y avait des mains qui s'étaient, j'en vois combien? 3? Ouais, ça va être difficile, je pense. En plus, je me rends pas bien compte de votre état à vous, mais nous, sous le projecteur, là, on commence à chauffer un petit peu. Peut-être... Ouais, je sais. On a un spécialiste nucléaire ici qui va vous embêter. Et s'il y a des végétariens dans la salle qui veulent bien se désigner pour faire un binôme avec Yves, ce serait sympa. Je prends le deuxième alors. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Marignac, bonsoir à vous. J'ai plusieurs questions en fait, donc si vous ne voulez pas répondre à toutes, je vais quand même les poser toutes et puis après voilà. Alors première question, c'est sur la faisabilité du scénario négawatt. Est-ce que vous pensez qu'une 6ème République est le régime le mieux adapté à une transition type négawatt? Surtout quand vous dites que la Chine a comme avantage d'être un régime totalitaire. Alors, je plaisante à moitié, mais quand vous dites que le parc nucléaire a été possible dans les années 80, c'est vrai, mais c'était avec un acteur national. Et donc qui était déjà un acteur public et qui était en capacité de faire lui-même tous les investissements indépendamment des politiques énergétiques du marché européen. Donc ça c'est une première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous faites des déchets nucléaires dans le scénario négawatt? Et la troisième question, c'est comment vous gérez l'intermittence? Et puis j'en reste là. Qu'est-ce que c'est que l'intermittence? En gros, le nucléaire c'est pas forcément très flexible, mais c'est l'avantage de pouvoir produire en base. Et les renouvelables, ça produit quand ça veut. Donc effectivement, ça a gagné la concurrence en termes de prix. C'est-à-dire que maintenant, il y a des renouvelables qui coûtent moins cher que du nucléaire, du nouveau nucléaire en France. Et bientôt même que le nucléaire historique. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ne produisent pas forcément quand on en a besoin. Donc on a le parc hydraulique qui permet de faire un petit peu de stockage, mais ça ne suffira pas à avoir un parc 100% renouvelable. Voilà. Merci.
Alors, je crois qu'en plus, on m'envoie comme message que, si j'ai bien compris, au niveau de la salle, on n'a pas énormément de temps, d'accord. Donc ça, c'est une nouvelle information qui vient de m'être envoyée. C'est pas pour... c'est véridique, voilà. Est-ce qu'on peut, comme il y avait plusieurs questions en une, on peut laisser peut-être répondre et puis se dire qu'il y aura aussi un temps d'échange après, peut-être plus informel, mais qui permettra un peu aussi à ceux qui veulent d'y aller sans... Voilà. Et puis peut-être s'installer là-haut, consommer ou aller ailleurs. Mais je pense que pour la péniche qui nous accueille, vu qu'on n'est pas là dans un cadre de consommation, ça devient peut-être compliqué. Voilà, désolé. Alors, je vais commencer par les déchets nucléaires parce que, d'une part, dans le scénario négawatt, on en a quand même moins que dans un scénario où on continue. C'est un premier point. Sauf à imaginer des filières nucléaires du futur, mais qui, à mon sens, ont peu de réalisme, qui seraient capables d'éliminer les déchets produits par la filière actuelle. Voilà, donc, premièrement, on en a moins, ça n'empêche pas qu'il faut les gérer, mais je ne vais pas rentrer ici dans une discussion sur la bonne gestion des déchets, d'autant plus que je peux vous renvoyer à une interview paru sur le site de Libération ce matin où je m'exprime sur le sujet. Mais ce que je vais peut-être plus, enfin, le point sur lequel je vais insister à l'occasion de cette question-là, c'est la nécessité, quand on adresse une question au scénario négawatt ou à tout scénario de transition, de l'adresser parallèlement au scénario de non-transition. Alors je vous ai parlé que du scénario négawatt, mais j'ai fait référence de temps en temps à un scénario tendanciel. Évidemment, quand on veut mesurer les bénéfices d'un scénario comme négawatt, il faut pouvoir le comparer à ce qui se passe si on n'a pas la même ambition. Donc nous, on s'est construit un tendanciel qui est simplement l'application des mesures qui sont aujourd'hui dans les tuyaux, notamment dans le cadre de la loi de transition énergétique. Et le gouvernement lui-même est le premier à reconnaître que les mesures prévues dans la loi n'atteignent pas les objectifs fixés par la loi. Donc notre scénario tendanciel mesure assez bien ça. Mais donc oui, les déchets nucléaires, c'est un problème dans le scénario négawatt, mais c'est certainement pas un problème spécifique. De la même manière qu'on a souvent des questions sur les terres rares utilisées dans les énergies renouvelables, les matériaux, etc., etc. Et nous, on a un scénario où on fait un effort sur ces questions. Ça ne veut pas dire qu'on élimine complètement les problèmes. Les énergies renouvelables, c'est plus soutenable, mais c'est pas 100% soutenable. Ça occupe des sols, ça consomme des matières, etc. Mais voilà, il ne faut jamais perdre de vue que la continuité est souvent bien pire sur tous ces indicateurs. Sur l'intermittence et le nucléaire en base, alors, donc l'intermittence, c'est le fait en réalité, de s'arrêter, de s'interrompre ou de redémarrer brutalement. Alors, je ne pense pas que c'était le cas dans la question qui m'a été posée, mais c'est en général le terme qu'utilisent les partisans du nucléaire pour qualifier les énergies renouvelables, avec l'idée que, étant intermittentes, elles sont ingérables. La vraie intermittence sur le réseau électrique, c'est en réalité les grosses installations nucléaires en particulier, parce que même si elles sont capables de fonctionner en base, elles ont aussi le défaut parfois de s'arrêter de manière urgente sans prévenir en cas d'incident. Et ce qui dimensionne aujourd'hui le réseau électrique français, les exercices que fait RTE, le gestionnaire du réseau, par rapport à la sécurité du réseau, c'est la panne simultanée en 5 minutes de 2 réacteurs, c'est pas l'absence de soleil la nuit. Parce que ça, précisément, c'est pas intermittent. Nous, on utilise le terme variable. Et surtout, c'est prévisible. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, non seulement sur jour-nuit bien sûr, mais sur le degré d'ensoleillement, nébulosité, sur les régimes de vent, on sait prévoir à 48 heures. Ce qui est un premier élément pour savoir gérer la variabilité de ces énergies. La deuxième chose, c'est qu'on peut jouer sur leur diversité. Il y a l'éolien, il y a le photovoltaïque. Déjà, ils produisent quand ils veulent, effectivement, mais heureusement, souvent, c'est pas au même moment. Et puis, à l'échelle européenne, c'est encore moins au même moment. Et puis, si on y ajoute l'hydro, si on y ajoute la biomasse qu'on peut utiliser dans les centrales thermiques pour faire de l'électricité, on commence à avoir déjà une variété de moyens qui permet de faire face aux évolutions. Si on ajoute à ça
une meilleure maîtrise de la demande d'électricité, une flexibilité sur la demande, et si on ajoute au final des capacités de stockage, je vous ai parlé du fait d'utiliser les excédents d'électricité renouvelable à long terme pour fabriquer du gaz qu'on peut stocker, qu'on peut utiliser pour mon gaz dans les véhicules, mais qu'on peut aussi réutiliser pour produire de l'électricité. En fait, quand on additionne tous ces éléments-là, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur la capacité d'aller vers un système 100% renouvelable dans l'électricité, et je pense, et de plus en plus d'experts sont d'accord avec moi, que si on construisait aujourd'hui un réseau électrique de rien, on le ferait hyper décentralisé avec des renouvelables. Donc le vrai problème, c'est pas gérer des renouvelables, c'est pas gérer un réseau avec des renouvelables. Le vrai problème, c'est gérer la transition d'un réseau hyper centralisé autour de quelques installations qui ont leurs caractéristiques de fonctionnement en base, vers un système hyper décentralisé avec des installations qui ont complètement d'autres caractéristiques. Ça, c'est un sujet majeur, mais la faisabilité du réseau à atteindre, non. Et sur la faisabilité du scénario et la planification, la notion de service public, etc. Alors, effectivement, le nucléaire s'est beaucoup développé, puisqu'on parlait du nucléaire français, mais aujourd'hui du nucléaire en Chine, on peut parler du nucléaire soviétique. Le nucléaire, il s'est surtout fortement développé dans des économies qui reposaient sur une forme de planification. Et aujourd'hui, la Chine, elle a effectivement cette capacité à mettre en œuvre des actions fortes rapidement. La faisabilité du scénario mégawatt, elle ne reposera pas que là-dessus, et je ne reviens pas sur la discussion précédente, mais elle repose effectivement sur le fait de trouver en France un moteur qui donne du sens à cette transition, et qui ne soit pas seulement la nécessité dont j'ai parlé à long terme, ou l'opportunité que ça peut constituer à court terme, parce que nous, ce qu'on dit, c'est la nécessité fait loi, et tant mieux parce que c'est une opportunité, mais si on raisonne opportunité court terme, il y a plein d'autres choses qui sont bien plus rentables et qui génèrent plus de profit à court terme que cette transition, ce qui est bien la raison pour laquelle elle ne se produit pas. Mais on a besoin de trouver un moteur. En Allemagne, la transition énergétique, elle fonctionne parce qu'il y a eu un moteur au départ sur le rapport à la nature. Et que c'est agrégé très vite là-dessus, un feu vert des syndicats qui ont dit c'est plus d'emplois, moins de localisables, donc on y va. Et un feu vert du monde économique, notamment des grandes PME qui sont l'essentiel du tissu économique en Allemagne. C'est une différence, ça, et leur fédéralisme, leur système plus décentralisé, etc. Les PME, elles ont dit oui, allons-y, c'est un ressort d'innovation, c'est un ressort d'exportation. L'économie allemande, elle fait aujourd'hui 2,5 fois plus de chiffre d'affaires à l'exportation sur les renouvelables que l'économie française avec le nucléaire. Donc il y a eu un accord global, mais à partir d'un départ, rapport à la nature. Dans les pays anglo-saxons, je pense que ce moteur-là, ça peut être la croissance verte, libre entreprise, etc. Probablement aux États-Unis, si un jour ils ont un programme de transition énergétique, ce sera sur cette base-là. Chez nous, je crois que ni l'un ni l'autre ne suffisent à créer un moteur, et je crois qu'il faut au contraire le chercher du côté social, du côté service public. Et Corinne a évoqué deux choses tout à l'heure. Elle a évoqué, alors je les reprends dans l'autre ordre pour les mettre dans l'ordre chronologique, l'après-guerre, le Conseil national de la résistance, l'idée d'électrification de la France, l'idée de la péréquation, donc d'une électricité accessible, pas chère pour tous, même chose sur le gaz, etc. Donc vraiment les racines d'une idée de service public qui reste à mon sens fortement ancrée en France. Et puis le deuxième temps, c'est le lancement du programme nucléaire, et là c'est un choix consensuel à l'époque de faire du nucléaire, à travers une entreprise nationale de service public, l'outil pour pérenniser cette idée de service public. Je crois qu'aujourd'hui, les difficultés dans lesquelles est l'industrie nucléaire, l'impasse qui est devant nous, ce mur infranchissable de réalisation technique et d'investissement pour prolonger le parc, les difficultés de l'AG, le problème des déchets, etc., font qu'on est dans une situation où ce qui avait été choisi comme l'outil de base est en train de devenir un poison mortel. Et donc il y a urgence, à mon sens, à repenser la question du service public de l'énergie, à repenser la question
d'un lien, d'un contrat moral entre des entreprises qui s'en revendiquent, même si leur forme sociale a changé, et la nation, et de le repenser autour d'autre chose et autour donc d'un autre projet industriel que le nucléaire. Si on était capable de faire ça, ben comme Corinne, je ne doute pas du fait que la mobilisation que ça entraînerait permettrait de réaliser la transition beaucoup plus rapidement qu'on imagine. Vraiment à tous les deux, et puis merci pour cette conclusion sur les termes de moteur et de mobilisation. Je crois que c'est parfait dans la campagne. Vous savez que notre slogan de campagne est maintenant la force du peuple, et je pense que c'est un peu aussi avec la conviction que si chacun s'empare de ces questions-là, on aura aussi cette force propulsive. Merci à tous d'avoir été là présents ce soir. On vous rappelle qu'on a des programmes en vente si vous n'avez pas encore le vôtre. On a aussi des livrets à prix libre qui vous permettent de creuser ces questions-là. Et puis bon, mais merci déjà aux généreux donateurs de la soirée. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez, ça nous aide en fait à avoir de nouvelles salles pour faire de nouvelles réunions. On espère vous retrouver très bientôt et pas plus tard que tout à l'heure autour d'un verre là où. Voilà.